ce qu'on voit, c'est qu'il y a la moitié des djihadistes français, 700, on a retracé le parcours de 700 d'entre eux, la moitié qui sont passés par le salafisme. La moitié. Aucun par les frères musulmans. Pourquoi? Parce que le salafisme, et là on arrive au séparatisme, le salafisme, c'est une vision clivée de la société. C'est eux et nous. Nous, on est les purs, on est les élus, on est les héritiers du temps du prophète. Et puis, il y a eux. Eux, ils sont une entrave. Ils nous menacent, ils menacent notre identité, ils menacent notre affirmation. Et puis, ils menacent parce qu'ils veulent nous empêcher de vivre comme on veut. C'est ça, le salafisme. Et entre le salafisme, qu'on a dit quiétiste, et le passage à la violence, il y a une différence de moyens. Il n'y a pas de différence dans la représentation de la société. Il y a l'idée d'un conflit. Les frères musulmans, c'est différent. Les frères musulmans, ils font de l'entrisme. Les frères musulmans, ils veulent adapter la société. Ils ne veulent pas rentrer en conflit avec la société. Donc c'est probablement pour ça qu'il y a cette différence. Et ce passage très important par le salafisme chez les djihadistes français et pas par les frères musulmans. Et les frères musulmans, par ailleurs, enfin l'UOIF, ils ont un problème, c'est que la génération qui a fondé n'a pas su passer le pouvoir, transmettre le pouvoir à leurs enfants, à leurs petits-enfants. C'est toujours les mêmes d'ailleurs qui gouvernent cette organisation, et cette organisation, elle est en perte de vitesse. Après, il y a des proxys, d'une certaine manière, il y a des façons de faire qui sont celles des frères musulmans. Mais les frères musulmans comme organisation en France et en Europe, ils sont en perte de vitesse. Ceux qui sont très puissants et par ailleurs très dangereux, c'est les salafistes. Alors si on regarde la loi maintenant, la loi elle est utile pour contrôler des organisations. La difficulté à laquelle on fait face, je crois, c'est qu'on n'est pas face à une organisation. Il n'y a pas d'organisation salafiste. Il y a une organisation des frères musulmans. Mais qui est extraordinairement décentralisé, en tout cas dans sa nouvelle génération. Il n'y a pas l'international salafiste, il n'y a pas monsieur représentant salafiste, etc. Donc la loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire de l'entrave. Elle va faire de l'entrave en étendant le champ de la neutralité religieuse aux délégataires de services publics, en essayant de contrôler autant que possible l'instruction à domicile, en contrôlant évidemment les associations, notamment les associations qui ont un rapport avec l'exercice du culte, mais aussi les autres, les associations sportives, les clubs de sport, etc. Bon. Elle va apporter plus de sécurité, notamment aux agents publics. Il y a une action qui, à mon avis, que le début d'un processus sur la haine en ligne. Elle va faire, je pense qu'on n'en a pas assez parlé, elle va faire exister concrètement une forme d'égalité et de promesse républicaine. Je pense que ce qui est prévu sur la protection des héritiers, notamment des filles, est absolument essentiel. Et on n'en a pas assez parlé. La lutte contre les comportements discriminants aussi, c'est important. Évidemment, la polygamie, les mariages forcés. Et puis, ce qui pour moi est essentiel, c'est toute la dynamique de professionnalisation de la gestion du culte, et notamment du culte musulman. La clause anti-putsch, ça c'est très important, notamment pour les collectivités locales qui ont apporté une forme de concours public pour la construction d'un lieu de culte. Le contrôle des 1901, notamment les associations mixtes, le renforcement du contrôle sur les 1905, et puis l'élargissement des capacités de financement qui, de fait, ne concernent pas l'islam. Puisqu'il y a assez peu de musulmans depuis très longtemps en France qui ont des capacités à céder des immeubles pour l'exercice du culte. Bon. Donc tout ça c'est utile, on pourra rentrer dans le détail. Sur la professionnalisation du culte, pour moi le sujet c'est moins le renforcement du contrôle des 1905, qui par ailleurs bénéficie de libéralité et de facilité et d'exonération fiscale. Donc c'est pas absurde qu'on échange du contrôle, hein. Sachant que ça concerne assez peu de monde. Je ne crois pas que l'exercice du culte soit entravé parce qu'on va vouloir un peu mieux contrôler les financements étrangers, y compris quand ils viennent de Russie. Mais ça, les lois sont égales pour tous, hein, c'est le principe de la République. Bon. Non, moi, ce qui m'ennuie, c'est que tout ça est utile pour mieux contrôler la diffusion d'une idéologie.
mais fondamentalement, c'est de l'entrave. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce que face à le succès de cette idéologie, il est fondé, comme je l'ai dit, sur grande problématique identitaire. Et face à cette grande problématique identitaire, je pense qu'il y a deux réponses. Il y a la réponse de la République, il y a la réponse de l'islam. Je vais commencer par l'islam. Ces jeunes, ils ne sont pas tous jeunes, mais ils sont quand même très majoritairement jeunes, leur islam n'est donc pas celui de leurs parents. Et ils ont appris l'islam comment? Pas à la mosquée. Donc c'est bien de contrôler les mosquées, mais ce n'est pas à la mosquée que ça se passe. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Et ça se passe dans la sociabilité proche. C'est les bandes de potes. Les bandes de potes, on les voit très bien parce que les convertis, il y a 30% de convertis chez les djihadistes français. 30%. Et ces convertis, ils ne viennent pas du Vexin normand. Ils viennent exactement des mêmes quartiers. Et ces quartiers, en fait, il n'y a qu'une typologie, c'est les quartiers pauvres des grandes métropoles. Et il y a la moitié des djihadistes viennent de 12 communes françaises. Donc une extraordinaire concentration. Les convertis, c'est juste les copains des jeunes Français d'origine maghrébine pour la plupart. Donc on est dans une diffusion d'une idéologie qui se fait par capillarité proche et qui se fait par les moyens de communication d'une certaine manière de ces jeunes. Ces jeunes, ils ne regardent pas le journal de 20 heures et en fait, ils ne vont pas à la mosquée. Ou quand ils vont à la mosquée, ils y vont une fois qu'ils se sont reconvertis ou néo-convertis. Et dans ces cas-là, ils vont essayer de prendre les mosquées ou d'imposer leur vision de l'islam ou d'imposer un imam qui va diffuser une lecture salafiste ou dans certains cas, celle des frères musulmans. Bon. Mais le sujet, il n'est pas dans les organisations. Le sujet, il est dans la diffusion des idées. Et la diffusion des idées, encore une fois, hein, notamment chez les jeunes, elle se fait par les réseaux sociaux, avec des gens qui ont une très bonne maîtrise maintenant de la loi. C'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Il n'y a pas d'appel à la haine, il n'y a pas d'appel à la discrimination, il n'y a pas de propos antisémites aujourd'hui chez les leaders et les prêcheurs islamistes. Quasiment pas. Il y en a évidemment chez les plus dangereux, mais qui sont dans un autre champ de discours, qui sont le discours djihadiste, etc. Bon. Et qui sont de plus en plus sur le dark web d'ailleurs. Et la loi, s'il n'y a pas une mobilisation fondamentale, immense, opérationnelle des musulmans de France, et notamment des jeunes, on n'y arrivera pas. Parce qu'il faut réussir à offrir aux jeunes tentés par un discours radical l'idée qu'on peut être musulman sans être radical. Parce qu'eux, en fait, ils ne connaissent que cette version de l'islam. Et ils pensent que c'est ça la vérité. Et par ailleurs, tous les sites salafistes n'arrêtent pas de leur répéter qu'ils ont la vérité. Sites salafistes, d'ailleurs, je vous en signale deux, qui ne sont pas français pour le coup. Je parle des sites, hein, pas des prêcheurs. Islam QA et Islam Web. Islam QA, c'est un site fait par un Saoudien, traduit en 12 langues. Islam Web, c'est un site qatari, traduit en 12 langues. C'est les deux plus fréquentés par les locuteurs francophones. Puis il y en a un troisième qui s'appelle La Science Légiférée, qui est un site salafiste qui a été hacké, donc qui a perdu un peu d'audience, mais qui est extraordinairement visible. Ils sont tous faits de la même manière. C'est des sites très pauvres d'un point de vue graphique, mais c'est des sites de questions-réponses. Et ça dit bien ce que cherchent les jeunes. Ils veulent des guides, de la guidance. Et l'autre chose qui fonctionne, c'est le sous-titre, voire la traduction, sous-titre en général, des propos de savants, entre guillemets, saoudiens, mais d'ailleurs plutôt les savants saoudiens de la génération d'avant. Donc c'est eux qui forment à l'islam cette génération de jeunes Français. Et puis après, ça se diffuse dans la société. Et puis après, il y a des normes, une forme de conformisme, etc., qui s'imposent dans des quartiers où il y a de très forte concentration. Et alors oui, effectivement, tout à la fin du processus, dans le club de foot, peut-être qu'on va imposer une certaine doxa dans le comportement. Peut-être qu'à la mosquée, on va imposer un imam salafiste. Mais s'il n'y a pas en prévention un travail pour dire il y a une autre version de l'islam,
on n'y arrivera pas. Et puis l'autre chose, c'est la promesse républicaine. Quand je parle de la difficulté d'identité et dans la difficulté d'adhésion, la promesse républicaine, il faut qu'elle soit à la fois formulée clairement, de façon audible par cette jeunesse. Et le discours purement institutionnel n'est pas audible par cette jeunesse, quelle que soit son origine et sa religion. Puis il faut aussi que la promesse républicaine, liberté, égalité, fraternité, fonctionne pour tout le monde. L'enquête qu'avait faite l'Institut Montaigne, c'était pas moi, en 2015 sur les discriminations à raison de la religion, c'était un testing avec le même nom de famille, Haddad, 3 prénoms qui signifiaient une appartenance au catholicisme, au judaïsme et à l'islam. Quand vous étiez membre des scouts musulmans et garçon, garçon-fille, c'est pas du tout pareil, et garçon, vous aviez 5 fois moins de chances d'avoir un entretien. Ça, c'est pas la République. Et si on n'arrive pas à combattre ça, ben en fait, on acclimate et on justifie le discours qui dit bah, regardez, ils ne vous aiment pas, ils ne vous considèrent pas comme des Français comme les autres. On pourrait rester longtemps, j'ai fait un travail sur les banlieues aussi qui montre que la situation est bien meilleure qu'on ne le croit, mais aussi probablement qu'on se trompe quand on investit trop sur les bâtiments ou quand on investit que sur les bâtiments et pas assez sur les habitants. Et puis un dernier chiffre, en Seine-Saint-Denis, on est passé de 15 à 30% d'immigrés entre 1982 et 2015. Immigrés, c'est-à-dire étrangers nés à l'étranger. En France, on est passé dans la même période de 7,5 à 9,2. Plus généralement, toute la nouvelle immigration arrive en Île-de-France. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait du séparatisme, tout simplement parce que la norme sociale se renverse localement.